Il y a quelque chose qui est intéressant en bourse c'est les aristocrates. Les actions aristocrates. Dividendes, oui. Donc en fait, c'est des boîtes, pour dire à ceux qui connaissent pas, vous prenez toutes les boîtes aux États-Unis par exemple, qui augmentent leurs dividendes en valeur absolue tous les ans depuis 25 ans. C'est ça. Et vous dites, quand vous augmentez votre dividende tous les ans pendant 25 ans, vous êtes un aristocrate parce que vous êtes probablement bien géré. Voilà. Et on retrouve Coca-Cola, je crois Procter & Gamble, tous les grands noms, les machins, les bonnes boîtes, elles sont là. Voilà. Pourquoi s'embêter avec le S&P 500 alors que c'est quoi le problème avec les aristocrates et pourquoi tout le monde ne le fait pas? Parce que les aristocrates surperforment le S&P 500. Ben pas depuis 4-5 ans à cause des GAFA. Ah oui, oui. Là, vous ratez les GAFA. Oui. Mais on gagne déjà très bien notre vie. Alors, on gagne très bien notre vie. Mais ça, c'est une question très intéressante. C'est une question. Parce que les GAFA, on ne sait pas si c'est une bulle ou si c'est un changement de monde encore. Donc, on a fait une vidéo avec Didier là-dessus. Mais... C'est une question très très intéressante, ça. Si on sait que ça marche, pourquoi on ne le fait pas? Quel est votre but? Est-ce que votre but, c'est de faire mieux que l'indice? Ou est-ce que votre but, c'est de faire 3 ou 4% par an en termes réels, tranquille? Et vous vous foutez des indices. Et tout notre métier est allé vers il faut faire mieux que l'indice, qui est un peu répondamment difficile. Alors que dans le fond, la plupart des épargnants, vous leur dites écoute mon grand, je te fais du 3 ou 4% par an en termes réels, et surtout tu regardes pas l'indice et tu m'emmerdes pas à dire que la bourse de Paris est montée de 50% alors qu'elle avait baissé de 50% l'année d'avant, et que j'ai raté le coup et tout, j'essaye de te faire une performance comme ça tranquille. Et je crois que c'est beaucoup moins dangereux de se faire un objectif de performance. Par exemple, je vais faire 4% par an ou 5% par an nominal, plutôt que de dire je vais faire mieux que le marché. Et sur le long terme, vous ferez mieux. Parce que vous couperez au moment où c'est cher, à la place d'en racheter dans l'indexation et tout et tout. Donc, les questions que vos auditeurs et les souscripteurs de votre lettre doivent se poser, c'est quel est mon objectif? Par exemple, à 6% par an nominal, vous doublez votre capital en 12 ans. C'est bien. Le PIB double tous les 40 ans. C'est-à-dire que votre richesse relative augmente beaucoup. Ouais. Donc, à 3%, bon, c'est 24 ans pour doubler, mais c'est pas mal aussi. Si vous le faites 2 fois dans votre vie, si vous voulez 2 fois 24 et 24, ça fait 48, c'est à peu près le temps que vous allez travailler. Ben, si vous avez quadruplé votre capital sur 40 ans, vos enfants seront contents. Vous savez, c'est la vieille phrase de Benjamin Franklin qui disait la vertu d'épargne est une vertu merveilleuse chez un grand-père, quoi. Voilà, si vous voulez être un grand-père qui laissera de bons souvenirs à ses petits-enfants, c'est une bonne idée. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on a, à cause de toute cette mathématisation, on est en train de se tromper d'objectif de ce que veut l'épargnant. L'épargnant, il va avoir de quoi vivre pendant les 10 ou 15 ans, il travaillera pas, ou 20 ans. Mais il veut pas devenir Warren Buffett et richissime, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout la même chose. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de ce que dit Charles, c'est bien ça. Il faut que votre portefeuille financier soit adapté à vos objectifs. Si vous voulez pouvoir mobiliser votre argent à tout moment, vous ne pouvez pas vous permettre d'investir à 100% en actions. Imaginez ce qui se serait passé dans ce cas si vous aviez eu besoin de votre argent en mars 2020 après une baisse de 40% des marchés. Si vous êtes capable d'oublier votre épargne et de supporter les baisses sur le long terme, alors vous pouvez monter la part des actions au maximum. Pensez bien que Berkshire Hathaway, la maison d'investissement de Warren Buffett, a connu une baisse de son cours de décembre 2007 jusqu'en janvier 2013, soit une performance négative pendant 5 ans. Pour autant, la part A de Berkshire Hathaway vaut aujourd'hui 350 000 $. Elle a juste doublé en 7 ans. Au-delà des outils et de la connaissance de l'investissement, il y a 2 choses fondamentales que nous voulons vous transmettre. Au-delà des outils et de la connaissance de l'investissement, il y a 2 choses fondamentales que nous voulons vous transmettre. Vous permettre de déterminer le bon équilibre entre performance et volatilité pour votre portefeuille financier, vous évitez de perdre brutalement à cause de mauvais placements. Si vous réussissez à ne pas être là où il y a danger, vous raterez peut-être des hausses extraordinaires, mais vous vous serez couvert contre les grosses gamelles. Parce que c'est quoi le problème avec les aristocrates? Ben, il n'y en a pas. Souvent, c'est... Si on n'a pas, c'est ça qu'il faut acheter. Si ça marche tout le temps et qu'il n'y a pas de downside, mais il faut pas hésiter à vendre celui qui ne suit pas à ce moment-là, parce que ça va être difficile. Vous achetez une série d'aristocrates, puis il y en a un ou deux qui manquent leur dividende, alors ceux-là, il faut les virer tout de suite. Ouais.
et pour en prendre 2 autres. Mais la plupart des gens, ils disent ah celui-là je vais en remettre plus parce qu'il a baissé quoi. Alors ça c'est là vous faites un sacré. Parce que si ça marche, en fait ce que je comprends pas c'est que si ça marche tout le temps depuis 25 ans, pourquoi on fait pas ça plutôt que l'indice? Vous pouvez. Il doit y avoir un indice, un ETF déjà. Bien sûr, il y en a. Mais la question c'est pourquoi est-ce que c'est pas ça la référence puisqu'on sait que ça marche mieux? Ben, ça marche mieux, sauf dans les périodes, par exemple, je suis certain que de 1997 à 2000, les aristocrates, ils ont fait beaucoup moins bien. Oui. Parce qu'il y avait la bulle Internet. Voilà, donc, si vous voulez, mais si c'est un truc qui permet d'écréter les bulles. Ben voilà, mais je suis tout à fait d'accord, c'est comme ma stratégie à moi. Mais la plupart des gens, si vous voulez, ce que je dis toujours aux gens, c'est une bulle, c'est très marrant. Vous imaginez pas la frustration du gérant qui est pas dans la bulle. Parce que ça monte tous les jours de 2%, et en plus c'est rigolo comme tout. Hein. Moi, comme je dis toujours en rigolant, il n'y a pas une bulle que j'ai croisée dans ma carrière que j'ai pas aimée. Quoi. Ah, c'est rigolo comme une cuite, quoi. La veille. Voilà, ouais, c'est ça, on est d'accord. C'est rigolo pendant que vous prenez la cuite. Ouais, mais ça peut durer longtemps. Hein. Moi, par exemple, aux États-Unis, que j'ai encore un petit peu, en 2000, ben, j'ai tout vendu entre 1999 et 2000. Et l'arrivée de l'année 2000. Et entre 2000, donc janvier et 2000 mars, je crois, le marché a doublé. Et j'avais l'air un peu couillon, hein. Mais en mars 2001, j'avais l'air un peu moins couillon. En mars 2002, j'avais pas l'air, ça allait bien. En mars 2003, j'avais l'air vraiment intelligent. Mais le dimanche matin, ça a calmé tout le monde. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que les gars qui n'ont pas suivi dans la bulle, ils ont eu raison, mais ils ont perdu tous leurs clients. Oui, donc c'est pour ça, je comprends pas en fait pourquoi on s'emmerde avec... Parce que le problème des ETF et du S&P 500, c'est qu'on achète tout, oui. comme disait Jack Bogle, on achète, au lieu de nous emmerder à chercher l'aiguille dans la botte de foin, acheter la botte, quoi. Mais ça veut dire qu'on achète quand même 90% de foin. Oui, c'est ça. Et c'est la petite aiguille qui fait monter le truc. Donc, intellectuellement, on lui dit, bon, d'accord, effectivement, là, mais ça pose des problèmes. Oui. Les aristocrates, par définition, on se dit, on prend que les meilleurs. Et voilà. Mais alors, le risque que vous avez, c'est que, par exemple, Schlumberger a été dans cet aristocrate pendant 30 ans. Et puis, un jour, Vous le sortez? Ils le sortaient, mais en général, quand ils cessent d'être aristocrates, ils prennent un coup de 40%, quoi. Ouais, mais ils sont une cinquantaine, je crois, les aristocrates. Donc s'il y en a un qui chute tous les... Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais là, j'ai rien à dire dessus, parce qu'en effet, c'est pas idiot du tout. J'ai trouvé que ça rejoignait peut-être un peu l'idée c'est peut-être un bon filtre pour le portefeuille idéal sur les entreprises capitalistes. Oui. En disant, si vous voulez pas acheter de conneries, vous achetez des aristocrates et puis après. Oui, dans le monde entier, vous pouvez faire ça, oui, c'est pas mal. Ça permet de trier, parce que les entreprises d'État, il n'y en a pas beaucoup dans les aristocrates. Pour une raison très simple, c'est qu'en général, si vous voulez... Le pognon, il est parti avant, quoi. Et il est parti ailleurs aussi, c'est en général. Il n'est pas parti simplement avant, il est parti ailleurs aussi, il n'est pas parti dans vos poches. Donc je me dis, le gars qui veut pas s'embêter à faire un portefeuille action compliqué, ouais. C'est peut-être pas bête. Alors il peut prendre des aristocrates et puis du robot stock, vous avez toutes les affaires de robots, et puis comme ça vous en mettez 80 avant, et puis en voiture. Ouais, c'est ça. C'est pas plus bête. Non, mais ça, j'ai rien contre, ça. Ça, c'est assez astucieux. Parce que... Vous savez, la gestion automatique, ça marche assez bien pour une raison très simple, c'est que la chose la plus difficile du monde quand vous êtes gérant, c'est de vendre une position où vous êtes en perte. Oui, ça c'est très dans la difficile. caboche, ça c'est... Dans la caboche, c'est très dur. On va se refaire. Oui, d'ailleurs, je l'ai acheté à 100, j'étais très bullish, donc à 80, je le suis beaucoup plus. Puis à 60, n'en parlons pas. Puis à 20, je vends parce que j'en peux plus, quoi. Mais donc là, ce qu'il y a de bien, c'est comme c'est automatique, c'est pas vous qui prenez la décision, c'est l'ordinateur. Ils arrêtent pas de sortir les trucs qui n'ont pas marché. Donc ils vous laissent automatiquement avec les trucs qui ont marché, Puis la règle est pas conne. Non. Je veux dire, c'est pas j'achète tout et puis on verra bien. C'est je garde les meilleurs. Et en plus, j'achète que les meilleurs. Si vous achetez les dividendes, vous allez récupérer votre or beaucoup plus vite. Ouais. Oui. Faudrait faire ce calcul d'ailleurs je sais pas depuis quand il y a un indice sur les. Au moins 25 ans. Au moins 25 ans, donc on pourrait vérifier ce qu'il a fait en or, quoi. Ouais. On parlera à Didier. On va demander à Didier, on va regarder le dividende en or de ces gars-là. Voir si lui, là, il y a un billet haussier. Ah oui, ça serait vachement bien, ça. Si eux, ils avaient un billet haussier, ça serait une belle découverte. Ça serait bien. Ouais. Eh on va bosser, et puis on reviendra. C'est ce qu'on fait depuis des années, hein. On bosse.
Et on n'a toujours pas la solution.